Bonjour à tous et toutes. Dans ce premier exposé, en guise d'introduction à la journée, je vous propose de présenter les caractéristiques et spécificités de la production et des élevages de porcs en France, en termes de bilan d'approvisionnement, d'organisation, de structure et de déterminants d'évolution. Depuis maintenant plus de 20 ans, je travaille au pôle économie de l'IFIP, où j'ai participé à de nombreuses études visant à décrire les dynamiques d'évolution, les spécificités des élevages à l'échelle nationale, régionale, mais aussi chez nos concurrents européens et tiers. L'objectif de ce parangonnage a souvent été de comprendre les moteurs de la croissance chez nos concurrents, alors que la production stagnait, voire reculait chez nous, et d'évaluer les impacts de ces dynamiques différentes sur la rentabilité et la compétitivité des élevages. Après tous ces travaux et toutes ces années, j'en suis arrivée à la conclusion que le modèle d'élevage de porcs français présente des spécificités fortes par rapport à ses concurrents et que ces spécificités peuvent constituer une force. Alors, pour commencer, un petit rappel historique. En France, la production et la consommation ont connu des évolutions interdépendantes avec 3 périodes clés. Entre 70 et 85, la consommation a augmenté très dynamiquement, plus vite que la production. Le déficit se creusait, le taux d'auto-approvisionnement est tombé à 80%, entraînant une mobilisation générale des pouvoirs publics, de la recherche et des acteurs de la filière autour du plan de rationalisation de la production porcine. Ces efforts conjoints ont permis une croissance très dynamique de la production entre 1985 et 2000, plus 46%, ce qui a permis de combler le déficit intérieur. Et en 1994, la France est devenue autosuffisante en porc. Puis, à la fin des années 90, cette dynamique de la production a été brutalement stoppée par les réglementations environnementales. Et depuis le début des années 2000, production et consommation s'érodent. L'enjeu aujourd'hui est de maintenir notre auto-approvisionnement. Alors, à chaque pays, sa décennie de croissance et donc d'investissement et de modernisation de la filière. La France, dans les années 90, je viens le dire, avant une stagnation puis une érosion. L'Allemagne, dans les années 2000, avant la stagnation et la chute. Et l'Espagne, plutôt dans les années 2010, avant là aussi une stabilité dont on ne sait pas où ça va aboutir. Depuis 1990, la France est le 3e pays producteur de porc de l'Union européenne, avec en 2024 10% de la production européenne, derrière l'Allemagne et l'Espagne, respectivement 19 et 23% de la production européenne. Le bilan d'approvisionnement de la France présente de nombreuses spécificités par rapport à celui de ses principaux concurrents. En effet, parmi les 5 premiers pays producteurs de porc de l'Union européenne, on peut distinguer 3 profils. Tout d'abord, ceux que j'ai appelés les commerçants de longue date, le Danemark et les Pays-Bas. Leur bilan d'approvisionnement se caractérise par le fait qu'une grande partie de ce qu'ils produisent, c'est la courbe en noir en trait plein, est exportée, c'est la courbe en pointillé vert, et une part importante de ce qu'ils consomment est, on pourrait dire, importée. C'est la courbe en pointillé jaune. Plus précisément, en 2024, le Danemark et les exportations danoises et néerlandaises ont représenté l'équivalent en volume de 90% de ce qu'ils ont produit, et les importations ont représenté l'équivalent en volume de 50 et 72% de la consommation intérieure. Deuxième profil que j'ai appelé les conquérants, l'Allemagne et l'Espagne. Ces pays se caractérisent par une croissance dynamique de leur production dans les années 2000 en Allemagne, 2010 en Espagne, qui a permis de combler leur déficit intérieur. Puis, leur succès à l'export, la courbe en pointillé vert, a continué à tirer la croissance de la production, à tel point que ces 2 pays sont aussi devenus très dépendants de l'export. En 2024, en Allemagne et en Espagne, les exportations représentent l'équivalent en volume de la moitié de la production. Après, ces 2 pays se distinguent par le fait que
En Allemagne, les importations sont importantes. Elles représentent 37% en équivalent de la consommation intérieure, alors qu'elles sont faibles en Espagne, 11% seulement de la consommation. Et enfin, dernier profil, unique en son genre, que j'ai appelé l'équilibre résistant, la France. Les courbes se superposent parfaitement, production égale consommation et export égale import, et l'évolution se fait sans à-coups dans une tendance à l'érosion. Deuxième spécificité française, une organisation des éleveurs en groupement de producteurs. C'est un héritage historique du plan de rationalisation de la production porcine de 1970 qui a encouragé cette organisation collective en accordant des aides uniquement aux éleveurs adhérents à un groupement. Cette organisation collective a rencontré un vif succès. En 2024, près de 90% de la production porcine française est réalisée par des éleveurs adhérents à un des 31 groupements du pays, sachant que les 10 premiers réalisent 3/4 de la production. Les objectifs initiaux de ces groupements étaient, d'un côté, d'assurer la commercialisation des porcs de leurs adhérents en renforçant le pouvoir de négociation par la massification de l'offre, et de l'autre, de diffuser les progrès techniques et génétiques pour améliorer la compétitivité et mieux répondre aux besoins de l'aval. Puis après, certains groupements ont investi dans des activités stratégiques et lucratives, telles l'alimentation animale, la génétique, la médecine vétérinaire, et d'autres ont investi à l'aval dans l'abattage des couples, la transformation, voire la commercialisation, pour assurer leurs débouchés. Quatrième ou troisième, je ne sais plus où j'en suis, spécificité française, un modèle naisseur-engraisseur à l'échelle du pays. La France fait naître, engraisse et abat ses porcs. Elle importe et elle exporte peu d'animaux vivants, comme vous le voyez ici, avec les importations en vif en bas et les exportations en haut. L'Espagne aussi importe et exporte normalement peu d'animaux vivants, à l'exception de ces dernières années, où les importations ont dépassé les 3 millions d'animaux vivants, principalement des porcelets des Pays-Bas, pour combler les pertes dues au SDRP. En Pologne, les importations ont fortement augmenté pour atteindre près de 8 millions d'animaux vivants importés, principalement des porcelets et du Danemark en 2024. Et en Allemagne, la croissance de la production qu'on a vue a massivement reposé sur des importations très importantes d'animaux vivants, principalement des porcelets, mais aussi des porcs charcutiers, qui ont dépassé les 16 millions de têtes en 2014. Elles sont retombées à 12 millions de têtes en 2024 du fait de la baisse de la production en Allemagne. Alors, les principaux pays fournisseurs d'animaux vivants sont le Danemark, où les exportations d'animaux vivants continuent d'augmenter, près de 18 millions d'animaux vivants exportés en 2024, et les Pays-Bas, où les exportations d'animaux vivants ont atteint près de 7 millions de têtes en 2024. Alors, cette séparation géographique du naissage et de l'engraissement s'est accentuée depuis le début des années 2000. Ce graphe présente pour les principaux pays européens le ratio entre le nombre de porcs abattus dans le pays sur le nombre de porcs produits nés dans le pays. Ce ratio est proche de 100% en France et en Espagne, à l'exception de ces dernières années, des pays qui importent et qui exportent peu d'animaux vivants. En revanche, la Pologne et l'Allemagne abattent respectivement 65% et 31% d'animaux de porcs en plus qu'il n'en faut naître. Et à l'opposé, le Danemark n'abat plus que 45% des animaux qu'ils font naître. Cette situation pose tout un ensemble de problématiques réglementaires, sanitaires, sociales et sociétales. Quatrième spécificité française, des élevages familiaux naisseurs-engraisseurs. En France, les exploitations qui pratiquent le naissage et l'engraissement rassemblent 80% des truies et plus de 60% des places d'engraissement. La taille est, on pourrait dire, familiale, avec 230 truies en moyenne en 2020, avec une très forte disparité. 30% des truies étaient dans des élevages de moins de 200 truies et 30% dans des élevages de plus de 500 truies. Autre spécificité française, c'est une très grande diversité des types d'exploitation pratiquant l'élevage de porcs. On a bien sûr des exploitations spécialisées en porcs, sans autre production animale et avec un foncier limité,
2/3 du cheptel français, mais on a aussi en France des exploitations mixtes associant de manière significative des porcs et des herbivores, 1 porc sur 5 en France, et des polyculteurs qui pratiquent l'élevage de porcs, 1 porc sur 10. La taille moyenne des exploitations porcines spécialisées est proche de 290 truies pour 80 hectares, tandis que les exploitations mixtes, quand elles ont des truies, sont autour de 140 truies pour 120 hectares. Et enfin, en France, les élevages de porcs ont du foncier, plus de 100 hectares en moyenne d'après le dernier recensement agricole. En 2021, dans le cadre d'une étude financée par Inapor qui visait à tracer les trajectoires individuelles d'évolution des sites porcins, nous avons réalisé des entretiens auprès d'une cinquantaine d'éleveurs de porcs dans différentes régions françaises pour mieux comprendre les objectifs et leurs stratégies dans l'évolution de leur exploitation. Il en est ressorti les déterminants suivants: améliorer encore et toujours les performances, le revenu, la valorisation par la modernisation, l'agrandissement, la montée en gamme de la production. Un déterminant important, c'est la recherche d'autonomie et de cohérence des éleveurs en termes d'alimentation, d'engraissement, d'énergie, de commercialisation. Ceci passe par la recherche de foncier pour le coût alimentaire et la sécurité d'épandage. Et certains éleveurs qui visent la cohérence entre le naissage et l'engraissement choisissent d'arrêter le façonnage ou la vente des porcelets, quitte à réduire leur nombre de truies, ou alors ils achètent d'autres sites avec des places d'engraissement. Autre objectif, rationaliser et optimiser la main-d'œuvre et le travail par la modernisation, l'automatisation, et dans certains cas, lorsque la main-d'œuvre manque ou que la fatigue est trop importante, certains éleveurs décident d'arrêter le naissage. Et enfin, à partir d'un certain âge, les évolutions dépendent du choix de l'éleveur de préparer ou pas la transmission. Certains vont continuer à investir pour maintenir un outil attractif, tandis que d'autres vont, entre guillemets, se laisser glisser une fois les bâtiments amortis et arrêter progressivement le naissage, voire l'engraissement. Et ce qu'on observe quand on fait des enquêtes de terrain, c'est une très grande diversité de profils d'éleveurs en termes de goût et de capacité pour la conduite de projets, pour la gestion des ressources humaines, pour l'association, et une très grande diversité aussi de finalités et de stratégies que chaque éleveur justifie avec ses propres arguments tout à fait recevables. Alors pendant ce temps-là, partout ailleurs dans le monde, la tendance est à la spécialisation des exploitations en porc et des sites en naissage ou en engraissement et à l'agrandissement avec des sites de plusieurs centaines, voire milliers de truies, avec par exemple un site de plus de 80 000 truies en Chine. Alors qui a raison entre notre modèle naisseur-engraisseur cohérent lié au sol et ces grandes structures très spécialisées ? En fait, lorsqu'on rencontre les experts des différents pays, chacun a ses arguments pour défendre son modèle. Pour les Danois, les Néerlandais, les Espagnols, les grandes tailles d'élevage sont préférables en termes d'organisation du travail, de sanitaire, de performance zootechnique, d'économie d'échelle, de pouvoir de négociation et dans leur capacité de répondre aux demandes des engraisseurs et des abatteurs. Pour les mêmes, séparer le naissage et l'engraissement est préférable sur le plan sanitaire, de l'efficacité du travail, de l'adaptation aux contraintes environnementales et en termes de possibilités d'agrandissement. Mais on opposera à ces arguments que les grandes tailles d'élevage présentent des limites en termes de maîtrise sanitaire, d'impact divers, d'image de la production porcine auprès du grand public, de risques financiers et de montant des capitaux à transmettre. Par ailleurs, séparer le naissage et l'engraissement fait aussi courir des risques sanitaires du fait des flux d'animaux, réglementaires par rapport aux directives sur le transport ou à l'origine des animaux, des risques de débouchés et d'approvisionnement et de volatilité très importante des prix des porcelets et d'image de la production perçue alors comme industrielle. Autre évolution dans le monde actuellement, c'est la progression de l'intégration en lien avec les enjeux de transmission des exploitations, de gestion et de recrutement de la main-d'œuvre salariée, de besoins d'investissement et de demande de sécurisation des débouchés et de l'approvisionnement. Alors là aussi, quand on rencontre les différents acteurs dans les différents pays, chacun a ses arguments pour justifier, défendre son modèle. Mais la performance relative des différents modes d'organisation
intégration avec des élevages en propre, intégration avec des élevages sous contrat, coopératives, organisations de producteurs ou éleveurs indépendants, mériterait d'être mieux encore analysée en termes d'économies liées à la taille, d'économies d'échelle et pouvoir de négociation, d'économies liées à la simplification de la conduite de l'aliment des bâtiments, de coûts d'organisation et d'appui, infrastructures conseillées, de réactivité de réponse aux demandes de marché et bien évidemment de niveau et de partage de la rentabilité. Toujours est-il qu'avec toute notre spécificité, la France reste compétitive en termes de coûts de revient à la production par rapport à ses concurrents. En moyenne, sur 2022-2024, le coût de revient du porc en France à la production était légèrement inférieur à l'Espagne et inférieur à l'Allemagne, en raison notamment d'un prix d'aliments bien placé. Sur la productivité des truies, on est aussi pas mal placé, mais moins que les Danois et les Néerlandais, qui se sont, on l'a dit, spécialisés davantage en essages. Concernant les défis, j'insisterai sur le recul du naissage. Sur les 10 dernières années, le nombre de sites sortant plus de 300 porcs dans Baie des Ports est passé de 10 800 à 8 000. Un site sur 4 a disparu en 10 ans. Et plus précisément, le nombre de sites avec truies, en rouge, a diminué 2 fois plus vite que le nombre de sites sans truies, en bleu. Et cette diminution du nombre de sites avec truies s'est accélérée entre 2020 et 2024, où un site de truies sur 5 a disparu, alors que dans le même temps, le cheptel de truies baissait de 13% en 4 ans, soit autant qu'entre 2010 et 2020. Alors l'impact sur la production est réduit, bien sûr, du fait des gains de productivité des truies. Autre défi, les éleveurs de porcs sont confrontés à des attentes multiples et parfois contradictoires, avec d'un côté des controverses entourant l'élevage de porcs qui témoignent des désaccords concernant son impact sur l'environnement, sur la santé et sur le bien-être animal, et de l'autre, des enjeux économiques, de rentabilité et de compétitivité, alors que la transition agroécologique nécessiterait des investissements colossaux et renchérira le coût de revient. Et puis des enjeux sociaux, de bien-être des éleveurs en termes de conditions de vie, de travail, de sens du métier, de rémunération, alors que le secteur peine à attirer. On y reviendra cet après-midi. Alors, que retenir de mon intervention? Tout d'abord, le modèle d'élevage porcin français a des atouts. Sa cohérence et son autonomie, ses capitaux et son travail familial lui apportent une résilience. Sa performance technique, économique, sociale, en termes de conditions de travail, de sens du métier et sociétale, en termes d'image de la production, sa moindre dépendance à l'export, très chahutée, on y reviendra avec l'exposé d'Élisa Husson cet après-midi, et son organisation collective. En termes de tendance d'évolution, la concentration et l'agrandissement devraient se poursuivre aussi en France, avec une complexification des exploitations en multisites, multisociétés d'une part, et potentiellement une accentuation de la diversité en lien avec les choix des nouveaux entrants dans la production et des demandes de marché. Et puis, en termes de défis, vous les connaissez probablement, donc je les rappelle, attirer des salariés et des nouveaux éleveurs par des bâtiments plus modernes, des conditions de travail meilleures, améliorer l'acceptabilité de l'élevage de porc auprès de la société, potentiellement en mobilisant davantage les spécificités que je viens vous présenter, améliorer la multiperformance, ce qui nécessite d'investir et donc ce qui nécessite de sécuriser les investissements. Concernant l'arrêt du naissage, la solution en France qui se développe davantage, c'est le naissage collectif, les importations de porcelets étant limitées par le porc français. Sur l'engraissement, jusqu'à ce présent, ce qui a maintenu la production française, enfin même si elle a baissé, c'est la croissance de la production chez les naisseurs-engraisseurs du fait notamment des gains de productivité. Et si ça ne suffit plus à l'avenir pour compenser les arrêts de très nombreux sites d'engraissement, la question qui est posée, c'est qui investira aussi dans l'engraissement. Je vous remercie de votre attention.